Formés, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme il est de coutume, le premier lundi de chaque mois, le secrétariat général du gouvernement organise une cérémonie solennelle de levée des couleurs. Celle du 4 novembre 2024 revêt une importance particulière car elle se tient après l'attaque terroriste de Barkaram. À cette occasion, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouaï, a présenté ses condoléances aux forces armées et exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Pour elle, c'est une occasion de montrer un sursaut patriotique. Il nous revient donc à toutes et tous de nous mobiliser, de resserrer les rangs derrière nos plus hautes autorités sous la bannière de la patrie pour surmonter ensemble les difficultés. C'est la raison pour laquelle le secrétariat général du gouvernement, à l'occasion de cette cérémonie mensuelle de levée des couleurs qui symbolise notre patriotisme, associe sa voix à celle des plus hautes autorités qui l'ont précédé pour lancer solennellement un vibrant appel à tout son personnel et par extension à l'ensemble de nos compatriotes à la solidarité nationale. Cette solidarité nationale peut s'exprimer à travers des prières, des dons de toute nature et des messages de soutien. Pour la ministre SGG, le fonctionnement de l'administration publique ne doit en aucun moment souffrir des conséquences de l'événement tragique de Barkaram afin de ne montrer aucun signe de faiblesse aux terroristes. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, se trouve sur le théâtre des opérations depuis le 28 novembre dernier pour suivre personnellement l'exécution de l'opération Askanit lancée contre la secte Boko Haram. Son absence dans la capitale et qui se trouve dans le théâtre des opérations mérite réflexion pour vous en tant qu'homme des médias. C'est un président de la République, c'est un père de famille. Il a besoin aussi d'avoir la sociabilité de sa famille. Et s'il est au niveau des théâtres des opérations, cela nous interpelle tous. Cela nous interpelle à combien de titres un président de la République qui quitte la capitale, qui quitte ses fonctions administratives et qui prend en charge les opérations sur la secte Boko Haram. Il y parviendra indubitablement et sûrement très bientôt. Les échos qui nous parviennent sont rassurants. Ils galvanisent tout Tchadien épris de paix. Les médias, faut-il le dire, ont un rôle crucial à jouer dans l'éveil conscience et le changement de comportement des citoyens dans la réponse apportée qui gangrène notre société et qui interpelle notre existence. Face aux défis et aux crises auxquelles le pays est confronté, la solidarité est devenue citoyenne et se manifeste à travers tout le peuple tchadien aligné derrière son armée. Cette cohésion, ancrée dans la tradition et l'histoire, se révèle dans des initiatives remarquables qui soutiennent les militaires engagés dans des missions ardues telles que l'opération Haskanit dans la province du Lac. Dans cette optique, des personnalités locales et des organisations se mobilisent pour offrir des ressources précieuses aux soldats sur le terrain. Adoum Fortey Amadou, président d'honneur du Bureau de soutien à la jeunesse pour la refondation du Tchad, s'illustre en fournissant des vivres et des produits de première nécessité aux forces armées. Cet acte traduit un appui à la population à l'endroit des militaires tchadiens pour la défense de la nation. L'élan de solidarité se manifeste aussi à travers le geste d'Aboud Hashim Bouder, président directeur général de HBC Business,
qui a fait un don de centaines de chameaux aux forces militaires tchadiennes. Ce soutien symbolique et matériel reçu par le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Ramadan Erdoubou Dougrou, vise à renforcer le moral des troupes et à les encourager dans leur mission de lutte contre le terrorisme. Amir Adebi a également apporté son soutien à travers l'association Front de la jeunesse pour la paix et le développement en offrant 450 sacs de denrées alimentaires composés de dattes, de sésame et de viande séchée. Ce geste, au-delà de sa portée humanitaire, vient consolider davantage la cohésion nationale et l'élan de solidarité populaire autour des soldats. Depuis la première opération au temps de Maréchal, le gouvernement devrait prendre des dispositions sécuritaires comme installer des caméras de surveillance dans ces zones qui est tellement ciblée par cette nébulette Boko Haram, et doit aussi installer comme les radars qui doit signaler quand un danger est un peu imminent. Et nous sommes maintenant tombés dans les malheurs qui nous inquiètent, nous tous. Une menace terroriste n'est pas quelque chose à négliger. La responsabilité nous incombe tous. Et je pense que l'opération Askanit fera une exception. Parce que ça, c'est la dernière volonté de notre président, lui-même en personne, qui est descendu sur terrain et qui a lancé cette opération. Je pense que cette opération va nous apporter ses fruits. Le cas de notre pays, le cas était tragique et puis nous sommes là malheureux. Avant tout, mes condoléances aux parents et aux gens endeuillés. Moi, ce qui est là, le terrorisme, ce n'est pas ici au pays seulement, mais c'est partout. Et vu le cas de Boko Haram, cela se répète à chaque fois et dans le même coin. Moi, en tant qu'étudiant, je demande à l'État, surtout à l'armée, d'organiser au moins pour vraiment sécuriser le coin. Et ce qui est là, on ne sait jamais si les Boko Haram sont aussi les gens de ces provinces. Parce que ce qui est là, le faux maréchal a confirmé qu'il n'y aura plus de touristes dans ces coins. Les Boko Haram ne sont pas seulement au lac, ils sont aussi dans les alentours, donc il faut être vigilant. Cet atelier permettra de manière spécifique de présenter à l'ensemble des acteurs nationaux, aussi bien publics que privés, le document des lignes directrices ainsi que les axes stratégiques et les actions prioritaires à mener en synergie en fonction des politiques sémencières et agricoles nationales existantes. Il permettra également de sensibiliser toutes les parties prenantes, y compris les chercheurs, les régulateurs du secteur sémencier, le secteur privé sémencier, les agriculteurs, les acteurs politiques et les partenaires socio-économiques sur la nécessité et l'intérêt de mettre en place une stratégie efficace de protection, de promotion et de valorisation des variétés végétales performantes et une politique nationale sémencière et agricole efficiente pour le développement agricole au Tchad. Le directeur général de l'OAPI, Denis Boussou, a fait un mot de bienvenue à l'endroit de l'assistance à l'occasion de cette rencontre. Votre présence massive ici, en tout cas de qualité, montre l'intérêt que votre pays accorde aux questions de propriété intellectuelle. Et votre présence aujourd'hui ici, en rapport avec le thème de cet atelier, est tout aussi symbolique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Gibolo Fanga Mathieu, par ailleurs administrateur de l'OAPI, souligne le but de cet événement, surtout sa portée dans un pays à vocation agricole comme le Tchad. Son objectif principal est de permettre aux responsables politiques et aux acteurs de la filière agricole de définir un cadre de concertation nationale devant s'inspirer des lignes directrices tracées par l'OAPI, identifier les axes stratégiques et les actions prioritaires à mener en synergie pour le développement de la filière sémencière dans notre pays. En 3 jours, les participants auront à se pencher sur la présentation du document des lignes directrices, des axes stratégiques
et des actions prioritaires à mener, à s'organiser en cluster afin d'identifier les axes prioritaires à mettre en œuvre pour définir une politique de valorisation et enfin la présentation aux responsables politiques du document et du plan d'action à mener pour la mise en œuvre d'une politique nationale de valorisation du secteur sémencier et agricole. Le développement d'un pays est basé sur l'industrie, le commerce et c'est dans cette optique que l'OAPI organise cet atelier afin de promouvoir la variété tchadienne. À 11h10 précises, l'avion transportant la délégation du ministère de l'Eau et de l'Énergie a atterri à l'aéroport d'Abéché. À sa descente de l'appareil, le ministre Passalé Kanabé Marcelin et son équipe ont été accueillis par le gouverneur de la province du Wadaï, Bachar Ali Suleiman. La délégation s'est ensuite rendue à la résidence du gouverneur pour une rencontre avec la commission de suivi qui travaille en collaboration avec la Société tchadienne des eaux. Le gouverneur de la province, Bachar Ali Suleiman, a d'abord introduit la rencontre avant de laisser la parole au président de la commission, Mohamed Saleh Ahmad Adam. Celui-ci a présenté un rapport détaillé sur le fonctionnement du site Bitéha 1 et sur l'avancement des travaux de Bitéha 2. Le président de la commission a exprimé son optimisme en soulignant les progrès réalisés tout en mentionnant quelques difficultés rencontrées sur l'avancement des travaux de Bitéha 2. Les difficultés, monsieur le ministre, par rapport à l'exécution des travaux de Bitéha 2 sont, premièrement, le paiement des décomptes avec beaucoup de retard, l'insuffisance pour la mise en eau des châteaux et les essais de pression, la forte pluviométrie qui a engendré le non-accès au site, et enfin, la lenteur sur le traitement des dossiers avec toutes les parties prenantes dans l'exécution de ces projets Bitéha 2. Le ministre de l'Eau, Passalé Kanabé Marcelin, a salué ce rapport et a rappelé l'engagement du gouvernement en faveur de l'approvisionnement en eau dans la province. Le président de la République fait de la question d'eau d'Abéché la priorité des priorités. Il a un attachement viscéral pour la province du Ouadé et surtout pour la ville d'Abéché. Pour preuve, nous sommes là. Nous étions là. On reviendra encore. On va continuer à vous fatiguer. En ce qui concerne les engagements de l'État avec la STE, nous allons relever les défis. Ça, soyez-en rassurés. Parce que les dispositions, que ce soit financières, techniques, sont prises pour que ça soit réglé. À la fin de la réunion, l'équipe prévoit de visiter les sites de Bitéha 1 et 2 pour constater directement l'état d'avancement des travaux. En mission à Abéché, dans la province du Wadaï, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, accompagné du directeur général de la Société tchadienne des eaux, Adoum Fortey Amadou, a tenu une réunion à huis clos avec la commission technique en charge du suivi des projets hydrauliques à Abéché. Cette rencontre visait à faire le point sur l'état des infrastructures et les travaux en cours pour l'approvisionnement en eau de la ville. Après la réunion, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, accompagné du directeur général de la Société tchadienne des eaux et d'une délégation, a visité divers sites, notamment ceux de Bitéha et d'Abarnaïr, pour examiner le fonctionnement des châteaux d'eau et évaluer l'avancement des travaux en cours. À chaque étape, le ministre et les directeurs ont échangé directement avec les techniciens présents, discutant des défis rencontrés et formulant des recommandations précises. Ils ont également donné des instructions pour optimiser les opérations et s'assurer que les travaux répondent aux besoins de la population en eau potable. Ces échanges visent à garantir une gestion plus efficace des ressources et à renforcer l'approvisionnement en eau de la ville. En parallèle, le ministre a effectué une visite à la Société nationale d'électricité à Abéché, où il a pris connaissance de l'état du réseau énergétique et des défis rencontrés par la ville en matière de fourniture d'électricité. Un rapport détaillé lui a été remis pour dresser un bilan précis de la situation énergétique et des actions nécessaires pour améliorer la distribution. Cette mission de terrain s'est conclue par une réunion de restitution permettant de faire un bilan. Il y a eu beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de retards. C'est vrai, ça s'explique parfois par le fait que nous avons eu une période difficile d'inondation qui a freiné un peu les travaux, mais il y a des retards qui sont liés aussi aux fautes des entreprises. Et donc à ce niveau-là, nous pensons que très rapidement, ça va être corrigé, parce que déjà mercredi, nous aurons une réunion avec les entreprises
pour voir ce qu'il faille faire très rapidement. Cette rencontre a mis en lumière les progrès réalisés et les domaines nécessitant des ajustements pour une gestion plus efficace de l'eau et de l'énergie dans la ville d'Abéché. Ces retours d'expérience offrent une base pour l'élaboration des stratégies durables. Le Tchad constitue l'un des pays fortement influencés par ces variations de température et des conditions météorologiques qui résultent en grande partie de l'activité humaine. Des événements catastrophiques tels que les inondations, les sécheresses récurrentes et autres phénomènes météorologiques extrêmes fragilisent nos communautés. L'année 2024 nous a tragiquement rappelé notre extrême vulnérabilité face au changement climatique. Notre pays a été frappé par de vagues de chaleur extrêmes en début de cette année, amplifiant les défis environnementaux et économiques pour une population déjà vulnérable. C'est ainsi que le gouvernement a mis en place un comité ad hoc constitué essentiellement des membres du gouvernement et appuyé d'un comité des experts pour une préparation optimale répondant à l'engagement politique de notre pays face à la lutte contre le changement climatique. Le comité d'experts a travaillé d'arrache-pied pour aboutir à des préparations techniques et organisationnelles pertinentes. La COP est annoncée comme la COP des finances et les attentes du Tchad sont claires et légitimes. Concernant les nouveaux objectifs collectifs de financement climatique post-2025, nous nous alignons sur la position du groupe Afrique qui préconise un montant minimum de 1 300 milliards de dollars par année. Nous appelons à une opérationnalisation rapide et efficace du fonds pour les pertes et préjudices créés lors de la COP28 à Dubaï. Les premiers engagements totalisant 700 millions de dollars sont largement insuffisants face à des besoins estimés à 500 milliards par année. Notre pays, qui subit de plein fouet les impacts des changements climatiques, doit accéder rapidement à ces financements sous forme de subventions. Nous plaidons pour la création de fonds d'urgence spécifiques pour financer la préparation aux catastrophes climatiques, soutenir les interventions d'urgence et accompagner les mesures de relèvement post-catastrophe. Concernant la transition énergétique, le Tchad, avec son immense potentiel en énergie renouvelable, appelle à un soutien renforcé pour le développement des énergies propres, l'amélioration de l'efficacité énergétique, les transferts de technologies adaptées. Je tiens également à souligner notre engagement en faveur de l'épanouissement des femmes dans l'action climatique. En parlant sur certaines maladies, que ce soit virales ou bactériennes, on a le rhume. Et le rhume, nous savons tous, elles peuvent se faire par le contact direct ou indirect ou par l'air. La bronchite aussi, c'est une maladie que parfois virale et bactérienne aussi. Sur ces points, on peut remarquer aussi des difficultés respiratoires ou bien des inflammations de bronchite. Et sur l'otite, c'est une maladie qui est causée beaucoup plus quand l'enfant qui s'est fait laver en laissant un peu de goutte d'eau sur l'oreille ou bien au niveau du chevet, c'est ce qui provoque beaucoup plus l'otite. Et pour prévenir tout ça, le parent doit prendre des mesures et des précautions nécessaires à toutes ces maladies dont nous venons de les citer. Pour prendre ces mesures, il nous faut le contrôle sur l'habillement de leurs enfants. Il faut que l'enfant soit un peu bien protégé avec des gants, des sucettes, et en plus de ça, il faut toucher un peu à la vaseline. Il ne faut pas laisser l'enfant sèche comme ça, parce que cela aussi provoque beaucoup de plus la fraîcheur. Et quand la fraîcheur entre sur le corps de l'enfant, cela nous pousse à des fièvres et qui nous amène sur certaines maladies, le rhume ou bien que ce soit la bronchite. Le dernier mot que j'en ai à dire, c'est que nous sommes les responsables des enfants. Nous devrons veiller à nos enfants jour et nuit. Parce que ce n'est pas au moment où l'enfant tombe malade que nous ferons parcours à l'hôpital ou à une solution. Il est le temps de trouver une solution, de protéger l'enfant de toutes ces maladies, de toutes ces fraîcheurs, et de le mettre dans un lieu qui est un peu stable et avec une température qui est un peu normale.